Dans cette vidéo, après avoir vu les 5 façons de déterminer le taux de change, nous allons nous intéresser à une autre question, toujours autour du taux de change. Qu'est-ce qu'un bon taux de change? Alors c'est une question qui est vaste, on entend dans la presse qu'il y a une guerre des monnaies, on entend dans la presse que le dollar est surévalué, ou l'euro est surévalué, ou le yuan est sous-évalué. Qu'est-ce que c'est qu'un bon taux de change? À partir de quand on peut dire qu'une monnaie est surévaluée ou qu'elle est sous-évaluée? Et pour suivre ce raisonnement, on va suivre le raisonnement d'un économiste, Gustav Cassel, un économiste suédois en l'occurrence, qui le premier s'est intéressé à cette question. Donc le tuto va porter principalement sur sa théorie, qu'on appelle la théorie des pouvoirs d'achat. Pas de prérequis à avoir particulier pour ce tuto, on va y aller pas à pas très compliqué, on va essayer d'y aller intuitivement, et normalement, dans quelques minutes, vous saurez ce que c'est qu'un bon taux de change. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Alors la théorie de Gustav Cassel, il l'a écrit après la Première Guerre mondiale. Pourquoi? Parce qu'au XIXe siècle, le taux de change était déterminé dans un système d'étalons or, j'en ai parlé dans le tuto précédent. Et ça donnait des taux de change qui étaient à peu près stables. Or, au moment de la Première Guerre mondiale, les États ont instauré ce qu'on appelait le cours forcé. La monnaie n'était plus convertible en or. Et les monnaies alliées, eh bien, il y avait des accords interalliés qui ont fait qu'on a stabilisé le taux de change. Mais après l'armistice, en 1918, on a commencé à assister à des fluctuations du taux de change, tout simplement parce que la coopération monétaire entre les alliés n'avait plus lieu. Et c'est là qu'on a commencé à voir ces fluctuations de taux de change. Et ce que Gustav Cassel, dans un ouvrage qu'il a écrit à ce moment-là, a essayé de l'expliquer. Et donc, monnaie et échanges internationaux, après 1914, eh bien, il a suggéré que c'était le pouvoir d'achat des monnaies qui tentait de se retrouver et qui pouvait expliquer ces fluctuations de taux de change. Le raisonnement de Cassel, il est très simple. On va imaginer qu'aux États-Unis, il y a un caddie qui coûte environ 120 $. Et on va imaginer que le même caddie, strictement le même, dans la zone euro, il coûte 100 €. Donc l'idée, c'est que si ces deux caddies sont identiques, ça signifie que 120 $ est égal à 100 €. Et si 100 € est égal à 120 $, il suffit de tout diviser par 100 pour avoir une cotation au certain, et on voit que 1 € est égal à 1,2 $. Donc si on a un taux de change qui est égal à ça, c'est bien que le pouvoir d'achat est maintenu. Si je suis dans la zone euro avec 100 €, je peux me payer ce caddie. Et si je vais sur le territoire américain avec ces 100 € que je convertis à ce taux de change, je peux me payer ce même caddie sur le territoire américain. Donc nous avons un taux de change PPA qui garde le même pouvoir d'achat. Et de ce point de vue-là, c'est le taux de change idéal. Je mets des guillemets parce que c'est normatif, ce n'est pas une explication scientifique, c'est idéalement qu'est-ce que devrait être un bon taux de change. Ce raisonnement s'appuie donc sur le principe de ce qu'on appelle le principe du prix unique, à savoir chaque produit, où qu'il soit sur la planète, devrait avoir le même prix compte tenu du taux de change. Alors le raisonnement qu'on a fait là, il retient, c'est d'ailleurs Cassel en convient lui-même, il y a quand même quelques hypothèses simplificatrices. Première hypothèse, on a fait l'hypothèse selon laquelle il n'y avait pas de coût de transaction, que quand je transforme mes euros en dollars, l'intermédiaire ne prend aucune commission, ce qui naturellement n'est pas le cas. Cette hypothèse, elle n'est pas gênante, elle simplifie le raisonnement, mais voilà, elle ne changera pas grand-chose au raisonnement. Deuxième hypothèse que nous avons fait, on a fait l'hypothèse que les coûts de transport étaient nuls, c'est-à-dire que je consomme mon caddie dans la zone euro ou que j'aille le consommer aux États-Unis, ben non, il y a quand même un coût de transport pour aller aux États-Unis. Et là, on a fait l'hypothèse que le coût de transport était nul. On a fait une troisième hypothèse, celle-là est plus dérangeante, c'est qu'on a pris des caddies qui étaient totalement identiques. Et on sait bien que ce n'est pas vrai, les habitudes de consommation des uns et des autres ne sont pas les mêmes, notamment entre les pays. Je vous défie d'aller manger du fromage au lait cru aux États-Unis. Ben, simplement, c'est un produit qui est interdit, alors qu'en France, on peut en manger.
Donc on va avoir des caddies qui ne sont pas comparables. C'est difficile de mettre le prix d'un caddie américain avec un caddie européen. C'est pas évident, même déjà à l'intérieur de l'Union européenne, les caddies sont déjà différents. Donc ça pose un problème. Et pour surmonter ce problème, en 1986, un journal The Economist en l'occurrence a proposé de calculer un indice qu'on appelle un indice Big Mac. Puisque les caddies sont différents, il y a au moins un produit qui est homogène, c'est le fameux Big Mac. Big Mac, il est standardisé, on va trouver les mêmes ingrédients, le poids est à peu près même quels que soient les pays, il suffit donc de comparer l'indice Big Mac. Alors si on regarde aux États-Unis, en moyenne, donc cette vidéo a été faite en juin 2020, en moyenne, un Big Mac, c'est 4,79 $ aux États-Unis. Dans la zone euro, en moyenne, qui cache quelques disparités, mais la moyenne, on est à 4,50 pour le Big Mac. Donc comme un Big Mac est égal à un Big Mac, ça signifie que 4,50 doit être égal à 4,79. Ce qui signifie qu'au certain, ça nous donne un taux de change. Là, on va tout diviser par 4,50 pour avoir une cotation au certain. 1 euro est égal à 1,06 $. Et donc là, on a un taux de change PPA, c'est ce qu'on appelle l'indice Big Mac. Chaque année, The Economist publie son indice Big Mac dans l'édition du mois de juillet ou du mois d'août à peu près, dans les numéros d'été la plupart du temps. Alors la question maintenant, c'est de savoir, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que cette théorie normative, comme je l'ai dit, est-ce qu'elle rend bien compte de l'évolution des taux de change? Eh bien, c'est pas évident. Enfin, ça se discute. La suite en images. Bien, alors sur ce graphique, il y a deux courbes. D'une part, la courbe ici que l'on voit, la courbe en bleu, c'est la courbe de l'évolution du taux de change euro-dollar en parité des pouvoirs d'achat. Et la courbe en rouge correspond ici à ce que le Forex, le marché des changes, ici on le voit, a donné en cotation du taux de change. Et donc on voit tout de suite, donc là je remercie Olivier Berrurier pour ce graphique, et donc ce graphique qui va de 1999 à 2012. Et là ce qui saute aux yeux, c'est que manifestement la théorie des pouvoirs d'achat ne fonctionne pas du tout, puisqu'on voit bien que le marché, la courbe en rouge donc, ne reflète jamais le taux de change PPA. Alors vous allez me dire, voilà, tout ça pour ça, à quoi ça sert d'avoir une théorie qui manifestement ne rend pas bien compte de la réalité? Oui, sauf que, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on se rend compte que le taux de change PPA, c'est une sorte de tendance de fond autour de laquelle on ne s'éloigne jamais durablement. Alors durablement, ça peut durer 3-4 ans. On voit qu'au moment où l'euro est arrivé, on était environ à 1,14 ici, entre le taux de change réel et le taux de change PPA. Et on voit que l'euro ici s'est déprécié par rapport au dollar, puis à partir de 2002, on a une tendance où l'euro s'est apprécié jusqu'en 2008 pour atteindre quasiment 1,6, ce qui a été le cas sur certaines journées de cotation, là c'est une cotation moyenne. Et ensuite, progressivement, l'euro a commencé à se déprécier, alors pas de manière régulière, pour se rapprocher de son taux de pouvoir d'achat. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, à l'instant T, à court terme, le taux de change diffère de sa valeur fondamentale, mais il ne s'en éloigne jamais durablement. C'est comme si finalement, la théorie de pouvoir d'achat était une force de rappel du taux de change. Ce qui vous permet de voir ici si une monnaie est en tendance surévaluée ou sous-évaluée. Par exemple, à partir des années 2006, 2007, 2008, on pouvait aisément dire à l'aide de ce graphique, et je me souviens l'avoir pronostiqué auprès de mes étudiants à l'époque, de dire que je ne sais pas quand, mais ce qui est certain, c'est que l'euro est surévalué par rapport au dollar et donc il va avoir tendance à baisser. Alors évidemment, je ne pouvais pas prévoir dans quel sens, l'évolution exacte, mais la tendance, très clairement, elle était nette et il y a eu au cours de l'année 2009, 2010, 2011, 2012, et ça a poursuivi d'ailleurs par la suite, une tendance à la dépréciation de l'euro. Alors donc, on voulait répondre à la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'un bon taux de change. Eh bien, grâce à Gustav Cassel, eh bien, on sait ce que c'est. C'est un taux de change qui garde son pouvoir d'achat.
Et on sait comment le calculer, c'est simple. Il suffit de prendre les prix étrangers divisés par les prix nationaux. Ça nous donne un rapport qui nous donne le taux de change PPA, que ce soit un indice des prix ou que ce soit l'indice Big Mac, ils correspondent à peu près, eh bien on a ce taux de change PPA. Donc ça, c'est un beau taux de change. Et on a vu également que ce taux de change décrivait finalement assez mal la réalité, du moins à court terme. À long terme, on l'a dit, c'est une tendance de fond, mais à court terme, manifestement, le Forex donne des valeurs qui sont très différentes. Et bien pour quelle raison? Parce qu'il y a d'autres variables qui vont déterminer le taux de change. Et bien précisément, ça sera l'objet d'un prochain tuto de savoir quelles sont ces variables. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.